Bonsoir. Merci du coup d'être venu ce soir. Donc aujourd'hui, on va parler de l'énéagramme qui est efficace pour voyager vers soi et vers les autres. Donc moi, je suis Raphaël Declerc et j'ai monté donc, une activité qui s'appelle Mariposa Coaching, qui a démarré en juillet, donc c'est tout récent. Et ce qui m'a amené à monter cette activité et ce qui m'a emmené à aller vers l'énéagramme, c'est ma quête de sens, d'identité. C'est des questions qui sont importantes pour moi, le sens et l'identité. Qu'est-ce qui fait notre singularité, notre unicité, et puis la quête de la beauté en moi et en chacun. C'est quelque chose qui est important pour moi et c'est ce qui m'a emmené vers l'énéagramme et du coup à monter cette activité. Ma conviction, c'est que chacun de nous a une pépite qui est inexploitée en lui, a sa propre singularité, et que partir à la découverte de notre singularité, de notre unicité, de notre beauté en nous, et ben, c'est ça en fait qui va donner du sens à notre vie, qui va faire éclore notre potentiel, qui va permettre de déployer nos ailes et de nous envoler, de nous épanouir, de nous réaliser. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental et que j'ai réussi du coup à... Et ça m'a vraiment emmené sur l'énéagramme et j'ai vraiment trouvé des réponses dans cet outil. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, j'enseigne l'énéagramme en formation. Et j'utilise l'énéagramme également en coaching, dans l'accompagnement individuel. Énéagramme, ça vient du grec qui veut dire énéa, donc 9. Et gramme, c'est la figure, c'est tous ces diagrammes en maths. Donc c'est la figure. Donc c'est cette figure à 9 points. Donc ici, c'est celle qui est en fait sous mon logo, là, donc c'est l'énéagramme. Et c'est aussi un système d'étude de la personnalité qui nous permet de voyager vers soi et vers les autres et qui nous guide. C'est un vrai guide en fait dans notre développement personnel. Donc ça c'était pour la figure, mais on a vu que c'était aussi un système d'étude de la personnalité qui permet plusieurs choses. Déjà de mieux se connaître. Donc la question de l'identité, mieux se connaître. Mieux comprendre l'autre, ici c'est très facile à voir, chacun regarde de son point de vue, donc lui voit le 6 et lui voit le 9 et ils ne sont pas d'accord. Donc arriver à se mettre à la place de l'autre pour le comprendre. Et puis ça permet de se développer, de passer de chenille à papillon. Donc on a dit que ça servait à mieux comprendre l'autre, mais on a dit que ça sert également à mieux se comprendre. Donc le cercle ici symbolise le tout, l'unité achevée. Et le cercle représente aussi notre psyché dans sa globalité, et la psyché, des fois c'est un petit peu le labyrinthe, on ne comprend pas forcément, on y voit plus très clair, on ne sait plus où on est, on ne sait plus où aller. Donc les 9 points ici, c'est 9 points de repère qui nous permettent de voir beaucoup plus clair dans notre labyrinthe intérieur. Et il faut être clair dès le départ sur l'énéagramme, on a bien les 9 points en nous. On en privilégie un, mais on a bien les 9. On possède chacun des 9 points, et donc l'énéagramme permet de mieux comprendre le labyrinthe et nous donne ici une carte pour arriver à naviguer dans ce labyrinthe. Solution à la sortie. Donc, mieux se comprendre qu'on a 9 facettes. Alors pour expliquer pourquoi on a 9 facettes, on va prendre les 9 points d'énéagramme ici qui représentent toutes les forces qu'on a en nous, qui sont des points un peu contradictoires. L'intérêt du système consiste à essayer de reconnaître et rééquilibrer ces forces qui peuvent qui existent en nous, qui cohabitent. Et l'ensemble de ces forces a été résumé ici à 9. Donc les flèches qu'on a ici, on a des points. Ici, les flèches représentent les interactions entre ces forces. Voilà, donc brièvement, l'énéagramme, donc on a la figure. Et là, vous voyez qu'il y a des noms. Alors les noms, c'est les appellations qu'on donne, elles diffèrent un peu d'une école à l'autre, des livres, voilà, ça diffère un petit peu. C'est forcément très réducteur, d'accord. Donc effectivement, le 1 ne se résume pas au perfectionniste, on a beaucoup plus de subtilité. Mais en tout cas, ça permet de les repérer facilement. Donc, on a le perfectionniste, l'altruiste, le battant, le tragico-romantique, l'observateur, le loyal sceptique, l'épicurien, le protecteur et le médiateur. Je vous les ai remis ici, comme ça vous les aurez tout le temps à côté, et si vous avez besoin pour vous repérer, vous les avez ici. Donc chacun de nous a les 9 facettes, du coup à chaque instant, on a plusieurs facettes de nous-mêmes qui s'expriment et différentes forces se mènent. En théorie, on est capable de choisir ce qui est le plus approprié, quel est le comportement le plus approprié à la situation. Mais dans la pratique, ça nous démontre qu'en fait, on privilégie souvent la même facette et ça peut être adapté à la situation, tant mieux. Et des fois, c'est pas adapté à la situation et ça nous freine un peu. En conclusion, donc, les 9 amis ont interprété différemment le même événement. Alors, ça ne veut pas dire que chacun est multiple. J'ai dit, c'est en tout cas là ce qu'ils ont retenu du match, ça fait plutôt penser à ce type-là.
Mais si on les fréquente régulièrement, on va se rendre compte que leur attention va se focaliser souvent sur le même sujet. Et que c'est pas qu'une fois après le match. Hein. Souvent, celui qui se focalise sur les émotions, il va être à la recherche de l'émotion, du lien qu'il y a eu dans le match. C'est ça qui va lui être important. Et on va se rendre compte que celui battant, lui, souvent, il va se focaliser sur la réussite. Est-ce qu'on a gagné ou est-ce qu'on n'a pas gagné? C'est ça qui l'emportait dans le match. Donc chacun va se focaliser souvent sur le même sujet. Et plus généralement, en fait, on a tous des filtres de perception. On filtre la réalité dans ce qui va comporter notre système de croyances et de valeurs. Donc, et comporter aussi notre comportement. Si on prend du recul donc, par rapport à nos habitudes, si on arrive à s'observer, on va se rendre compte que notre comportement est conditionné et agit souvent dans une même facette. L'énéagramme, du coup, lui, nous sert en fait, c'est vraiment un outil pour arriver à trouver sa facette dominante, quel est notre fonctionnement en fait qui revient le plus souvent. Et une fois qu'on a pris conscience de ce fonctionnement, du coup, c'est plus facile d'arriver à voir que si moi je me focalise dans ce point-là, le point 4, je vais voir que du coup en prenant conscience de ça, que j'ai oublié toute une partie de moi en fait, que j'ai en moi. J'ai oublié que j'avais aussi le 3, le 2, le 1, le 9, le 8, le 7, le 6 et le 5. Et du coup, ça va me permettre de prendre du recul et de me dire, est-ce que je ne peux pas agir autrement? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière d'agir qui serait peut-être plus adéquate? Plutôt que ma manière d'agir totalement guidée par les émotions à chaque fois. Du coup, ça permet de prendre du recul et de prendre conscience de ses forces et de rééquilibrer les choses. Parce que le but de l'énéagramme, c'est qu'effectivement, quand on est dans son fonctionnement, le but de l'énéagramme, c'est d'arriver au centre du cercle et du coup d'avoir les 9, de réunir les 9 forces. Donc c'est tout un travail. Mais du coup, c'est d'arriver à se... Parce que là, ici, en fait, on est désaxé. On est parti, voilà, l'axe est ici, on s'est désaxé. Et du coup, le travail de l'énéagramme, c'est d'arriver à retrouver son axe, à s'aligner, à être au plus près de sa vraie personnalité, de son essence. Du coup, ça peut être un moment un frein, ça peut nous enfermer, nous peser, et du coup nous priver de notre potentiel. Donc même si on est devenu adulte, comme c'est dans les papillons, là, on est un petit peu freiné quand même, on a du mal à s'envoler, et parce que du coup on freine notre boulet et le comportement automatique qui des fois nous enferme totalement. Donc on a un poids et on n'arrive pas à s'envoler. L'idée de l'énéagramme, c'est d'arriver vraiment à prendre conscience de comment on fonctionne. Et quand on en prend conscience, c'est déjà commencer à se libérer de ce comportement. Vraiment, le travail commence par la prise de conscience. On commence après à prendre conscience de ce comportement automatique et du coup on peut s'ouvrir après au reste du possible. Et donc, on a une sensation de l'enfant, un ressenti principal, une blessure, qui va engendrer un mécanisme de défense, qui va construire tout un système de croyances et de valeurs, des comportements répétitifs et des habitudes. Et évidemment, c'est l'iceberg, on a 10% à l'extérieur et 90% en profondeur. Donc tout ça, c'est nos motivations inconscientes, nos comportements répétitifs, nos croyances, nos mécanismes de défense et notre ressenti principal. C'est pour ça qu'arriver à travailler là-dessus, du coup déjà ça permet de, quand on en prend conscience, qu'on arrive à faire émerger un peu les choses, déjà ça permet de calmer. Donc effectivement, on est pris dans une facette principale, mais donc au début on était enfermé dans cette facette-là, mais on est quand même libre d'y rester. C'est notre choix. Et j'aime bien cette citation de Deepak Chopra qui dit que chaque fois que vous êtes tenté de réagir de la même vieille manière, demandez-vous si vous voulez être un prisonnier de votre passé ou un pionnier de votre avenir. C'est-à-dire que si on transpose avec l'énéagramme, c'est l'observateur intérieur, c'est prendre conscience de comment on fonctionne, se dire on fait une pause. Est-ce que là, du coup, dans la situation dans laquelle je suis, est-ce que c'est le mieux adapté ou pas? Est-ce que du coup, je continue à agir comme j'agirais d'habitude et à être un peu freiné dans mes automatismes, être prisonnier du coup de mon mécanisme, ou est-ce que du coup je peux pas essayer une autre stratégie et devenir un pionnier du coup, essayer autre chose. Du coup, l'énéagramme, reproche qu'on peut faire au tout début quand on ne connaît pas, c'est qu'on se dit ça nous enferme dans un type et on est tous un peu plus pareils dans le type. Alors moi c'est très important pour moi, surtout c'est très important pour moi de mettre l'accent sur le fait que chacun est bien unique dans son type.
On a bien 9 types, mais chacun est unique. Donc, par exemple, si on prend les couleurs, exemple très, très facile qui parle à tout le monde, on est d'accord qu'on a tous catégorisé les couleurs. C'est une question de facilité de langage. Donc, quand on parle, de toute façon, déjà, on est dans des catégories. Donc, on a les catégories bleu, rouge, jaune, orange, vert, violet, etc. Mais au sein d'une même couleur, on trouve toute une palette de nuances et de diversité. Chaque couleur a sa propre teinte. Donc, si on prend ici, par exemple, l'exemple du violet, d'accord, et encore, tous les violets ne sont pas là, mais ce violet-là et ce violet-là ne sont pas pareils, celui-là n'est pas pareil. Chacun a une teinte particulière de violet. C'est exactement pareil dans l'énéagramme. Chaque personne qui fonctionne plutôt en base 1, avec une dominante en base 1, a une teinte particulière, a une manière à lui d'exprimer le 1. Chacun est bien unique dans son type. On n'est pas tous des clones. Voilà, on est un savant mélange de notre type. Donc ici, on a les 9 types, donc on a le nôtre ici. De notre éducation, dans notre éducation, notre famille, l'école, voilà. Et notre environnement socio-culturel, effectivement, qu'on soit né dans une famille, voilà, l'environnement dans lequel si on vit en France ou qu'on vit au Bangladesh, déjà, on n'a pas du tout la même culture. Et forcément, ça joue sur notre personnalité. Du coup, nous, on a la confiance de ça et on a bien une personnalité